La solitude, je ne l'ai pas tellement connue. J'ai toujours eu des bons copains, j'ai toujours eu de la famille, j'ai toujours été... jamais connu la solitude. Pour moi, la solitude, je plains sincèrement quelqu'un qui est dans la solitude en permanence. Jamais connu. Jamais connu la solitude. Parce qu'il y avait justement, comme on disait tout à l'heure, cette solidarité entre nous, on ne s'est jamais rendu senti seul. Il est certain que l'expérience que j'ai vécue m'a plongé de façon définitive dans la solitude. La solitude est une grande ressource. Je pense qu'elle a enrichi ma vie. Elle m'a permis d'être autonome. C'est vrai qu'on souffre de la solitude quand on est clandestin. On a sa mission, on doit la remplir, c'est tout, voir les gens dont on est sûr, mais le reste du temps, quand on rentre dans sa piaule, on est seul. Éloignement. On peut en choisir un autre, non? C'est quelque chose pour lesquels les copains qui ont été déportés peuvent parler beaucoup, mais nous, on n'était pas tellement éloignés, on était toujours dans notre pays. Hein. L'éloignement, ça évoque aussi pour moi les camps de concentration. C'est-à-dire les résistants qui ont été éloignés de leur famille, qui se sont trouvés en Allemagne. Ce qui fut le cas de mon père. L'éloignement, je l'ai connu physiquement. La résistance, est-ce que ça vous a éloigné de vos parents? Ah, la résistance, ça m'a éloigné pendant, oui évidemment, jusqu'à ce qu'on soit débarrassé des Allemands en octobre. Éloignement. Est-ce que vous avez rien à dire dessus? Moi, l'éloignement, c'est ça, c'est de ne pas pouvoir rentrer et continuer mes études, bien sûr, et revoir ma famille. Entre deux rencontres, je veux dire, avec vos parents, ça pouvait être très long? Ça a été 1 an et demi, 18 mois. Voilà, oui, à peu près. Ma mère, puisque je n'avais plus mon père. Je me rappelle avoir vu beaucoup souffrir ma mère du départ de mon père, surtout après son départ en déportation. Moi, il y a des gens que je considère presque comme mes parents, enfin comme des parents, pas mes parents, mais comme des parents, alors qu'ils n'ont aucun lien familial. Moi, les miens ont été parfaits à tous les moments, discrets. Il est certain, c'est l'ancrage. S'il y a quelque chose qui, au fond de moi, n'a pas changé dans toute cette période, c'est mon attitude profonde vis-à-vis de mes parents. Je me suis senti coupable parfois d'avoir pris trop de risques. On parle du sang, mais on parle presque des larmes. J'ai bien pensé à mes parents, j'ai dit, est-ce que je vais tenir le coup jusqu'au bout? De toute façon, si j'y reste, c'est pas grave. Ce qui va être dur, ce qui va être pénible, c'est pour mes parents, quand ils vont apprendre que je suis plus de ce monde. Si dans la vie j'ai au point un regret, c'est de ne pas leur avoir manifesté suffisamment l'affection que j'avais pour eux. Mes parents n'étaient absolument pas au courant de mes activités, de ma participation à la résistance, pour une raison évidente, c'est que moins on parlait, plus cela était intéressant pour notre sécurité.
Alors, quand on est clandestin, il faut savoir se taire. Le silence, au sens de la discrétion, c'était la règle majeure des résistants. Il ne s'agissait pas de crier à tue-tête dans la rue quand on était résistant, ou même de le dire à n'importe qui. Il fallait donc rester discret et ne parler qu'avec des camarades absolument sûrs. Il faut totalement garder le silence sur ce qu'on a vécu auparavant. Il faut se taire. Il devait tâcher de garder le silence malgré les souffrances. Je ne parle pas du silence qu'il fallait respecter. Lorsqu'on était torturé, qu'on voulait savoir qui vous avait aidé, de quel mouvement de résistance vous faisiez partie, ce que vous faisiez dans la résistance, etc. Il fallait respecter le silence, là. Je peux parler évidemment du silence, des interrogatoires. Alors, un interrogatoire sur une intensité phénoménale. Tout doit être analysé en permanence. Les mots, les sous-entendus, les intonations, l'attitude de l'interrogateur, tout entre en compte, et les silences aussi. La torture, elle commence, je vais dire, par presque rien, parce que le fait d'arriver au camp de concentration, de vous faire déshabiller complètement, on vous met nu, vous abandonnez tout ce que vous aviez, vous devez l'abandonner. Et qu'à ce moment-là, on vous dit, bien sûr, si vous avez des bijoux, il faut les donner. Il y a une bague, la donne. Mais quand on vous dit, celui qui a une dent en or, où elle est? Et qu'on arrive avec une paire de tenailles pour vous l'arracher, je dis, c'est le commencement de la torture. Bon, ça fait mal, hein? Mais on s'inquiète, non pas tellement de la souffrance qu'on éprouve, de celle qu'on risque d'éprouver. On ne sait pas jusqu'où ça va aller plus loin. Alors on se prépare. Et puis, vous avez la torture permanente, celle qu'on a vue sur vous en permanence, pour dire n'importe comment, demain vous serez mort, il n'y a qu'à regarder le tas de cadavres qui est là, etc. Vous allez le rejoindre. C'est une forme de torture morale. Puis alors après, il y a l'autre de torture. Et la torture, la physique, celle qu'on vous impose. On vous impose de vous lever à 3h30 ou 4h le matin pour être à l'appel à 5h, puis être à partir à 6h pour être à 6h au travail. Ils m'ont battu devant, derrière, dessous, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais ça c'est la torture, vraiment, moi. Je ne comprenais pas que des gens puissent agresser leurs semblables à un coup aussi violent, etc. On peut arracher, extirper tous les aveux possibles de n'importe qui, y compris de ce qui n'aura pas fait. C'est grave. C'est grave que dans notre pays, nous avons, nous aussi, pratiqué la torture. C'est la honte des hommes de pratiquer la torture. On peut faire dire absolument tout à n'importe qui. C'est ma conviction absolue. Quand on pense qu'on va mourir, on a une idée de la mort. Et vous aviez peur de mourir à l'époque où vous étiez résistant, ou c'est quelque chose qui vous... On n'y pensait pas. Ouais. On n'y pensait pas, c'était le mieux qu'on pouvait faire. On savait qu'on pouvait y passer. En entrant dans la résistance, on savait qu'on se mettait en danger, d'une manière ou d'une autre. Danger d'être arrêté, d'être torturé, d'être fusillé. Puis ensuite, dans la phase des combats, danger d'être tué
dans le combat, par un éclat d'obus, par une balle. Donc la mort était présente dans nos têtes. Mais à partir du moment où on avait fait le choix d'entrer en résistance, on savait qu'on prenait ce risque. Alors, pour moi, elle a été bonne fille, hein, je l'ai vue de près, mais ça s'est passé bien, et mon Dieu, tant pis, quand il faudra y aller, on ira. Oui, j'ai vu la mort de très près, à plusieurs reprises, de façon différente. Lorsqu'on a vu tomber des camarades à côté, ou lorsqu'on est allé récupérer les dépouilles, les cadavres de camarades tués, la mort a pris un autre visage, un visage très concret d'une vie qui s'est arrêtée. On devient sensible tellement on a de morts autour de soi. J'ai vu beaucoup de gens mourir, c'est vrai. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. J'en ai vu qui se sont débattus pour mourir. Puis j'en ai vu qui se sont éteints, tout simplement.